Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Centre des Arts pour la dernière séance de ce cycle consacré donc au mélodrame hollywoodien qui sera alors pas présenté par Charlotte Garçon puisqu'elle a eu un petit problème de train, donc elle va arriver pendant le film, mais ne vous inquiétez pas, elle sera là après la séance pour échanger avec vous. Donc avec ce film de Vincente Minnelli, 1958. Évidemment, Minnelli est quand même beaucoup plus connu pour ses comédies musicales, Américain à Paris, etc. Mais il a fait des mélodrames absolument magnifiques. Et je crois que voilà, celui-ci est un des meilleurs et quand même dans le genre un des plus connus, je crois. Il est en cinémascope et en couleur. Donc ça va bien avec le titre de ce cycle, Splendeur du mélodrame hollywoodien. Voilà, eh bien je vous souhaite une très bonne projection et on se retrouve donc juste après avec Charlotte Garçon. Bonne séance. Je vous prie de m'excuser, à cause de la chaleur, les trains ont eu du retard, donc j'ai pas pu présenter le film. Peut-être justement quelques mots sur Vincente Minnelli, que vous connaissez déjà si vous êtes venu voir les comédies musicales il y a quelques années, puisqu'on avait passé Un Américain à Paris et Tous en scène, je crois, peut-être un autre de ses films ces dernières années. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça et comment on rentre ensuite directement dans la chair du film, dans ce qui vient de nous passer dessus pendant plus de 2 heures. Ce que je voulais vous dire sur Minnelli, et c'est rare que je fasse du biographisme, mais il y a 2 éléments biographiques qui m'intéressent beaucoup et qui nous amènent directement au film. La première chose, c'est qu'il est né à Chicago, mais ensuite il a passé son enfance, son adolescence, plus ou moins en suivant ses parents, d'ailleurs, qui étaient des forains, enfin des artistes de théâtre et de musique, mais à l'intérieur d'une sorte de tente foraine. Alors évidemment, vous pensez à la fin du film, et effectivement, il s'est beaucoup inspiré de la vie dans le Midwest, puisque donc il vient du Midwest, il vient pas d'Indiana, mais il a grandi ensuite dans l'Ohio, et clairement cet univers des petites villes du Midwest, c'est quelque chose qui l'inspire pour ce film. Bien entendu, Vincente Minnelli, c'est bien autre chose aussi, puisque vous savez qu'il a fait des films à peu près de tous les genres, enfin des comédies musicales, bien sûr on le connaît aujourd'hui surtout pour ça, mais voilà, il est extrêmement varié, il a fait plus de 30 films, il a une carrière de 25 ans à la MGM, il ne se limite pas au mélodrame ou bien sûr à cette région du Midwest ou des petites villes américaines, mais je voulais quand même souligner que voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre de cette petite vie, des gens qui ont peu et des patriciens, on pourrait dire, et puis des parvenus comme le frère de Dave dans cette ville, qui est un milieu, voilà, tout ça qu'il connaît. La deuxième chose, c'est que il a donc été un peu un enfant de la balle, et ensuite quand il est parti à New York dès qu'il a pu, comme la jeune fille qu'on voit à la fin du film et qui va rater son bus, si je ne m'abuse, puisque c'était le dernier, mais on espère qu'elle va quand même pouvoir se tirer de là. Et donc lui, il est allé à New York jeune, et là, ce qui est intéressant, c'est que le travail qu'il a très rapidement trouvé, c'était quelqu'un qui organise les vitrines, notamment les vitrines de Noël, vous savez, et donc qui dispose les éléments. Et en fait, ça va rester. Je pense qu'il avait un don vraiment particulier très tôt pour ça. Il dessine, etc. Et j'aime bien repenser à ça, c'est-à-dire que de là, il va faire des décors de théâtre, du staging, de la direction artistique à Broadway, mais aussi au Radio City Music Hall, pour des revues. Si vous étiez venu voir Prologue de Busby Berkeley, vous savez, ces shows qu'on faisait avant les films, qui étaient assez spectaculaires. Donc en fait, voilà, il vient de là, de cette capacité à arranger les objets dans l'espace, les décors,
les accessoires, et tout ça évidemment quand il va passer à la réalisation, d'abord en tournant certains numéros ou certaines scènes pour d'autres cinéastes que lui à Hollywood, puis ensuite au milieu des années 40, quand il va lui-même réaliser, notamment Le Chant du Missouri, que vous avez peut-être vu avec Judy Garland, qui va ensuite épouser. Voilà, il vient avec tout ce goût qu'il a pour l'arrangement des choses dans l'espace, et aussi, bien sûr, du coup, quand il passe à la mise en scène, pour les mouvements des acteurs à l'intérieur de ces espaces complexes qu'il compose, et bien entendu aussi le mouvement de la caméra et comment les deux se combinent, et que c'est ça purement la mise en scène. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a la mise en scène, disons, dans la peau, et d'où, moi, ce que j'aime dans ces films, c'est ce côté extrêmement riche pour l'œil, peut-être trop parfois pour certains, parce qu'il a un goût de l'artifice. Alors quand on est dans une comédie musicale, c'est parfait, l'artifice c'est un pacte établi avec le spectateur, et on l'accepte. Quand là on a une histoire et un décor, alors ça vient d'un roman de comment il s'appelait, James Jones, qui était le type qui avait fait Tant qu'il y aura des hommes, qui avait été un succès, d'où le fait que la MGM s'empare des droits de son roman d'après. Là, on est en 58. Vous voyez que, d'ailleurs, le film est tourné en 58, mais qu'il est situé plutôt plus près de l'après-guerre, hein, donc en 48, puisqu'on voit que c'est le centenaire de cette ville. Donc pourquoi je disais ça ? Oui, voilà. Donc quand sa matière est plus quotidienne, évidemment, ce travail de l'artifice, il se manifeste autrement que, par exemple, dans la comédie musicale, mais il apporte quelque chose. Et pour ce qui nous intéresse, à savoir aussi dans ce cycle le mélodrame, il apporte ce dont je vous avais parlé, c'est-à-dire ce mode de l'excès. Il porte cet excès avec des pics comme ça, avec des pointes. Alors ça passe par les excès d'émotion, disons, du personnage de Ginny, par exemple. Ça passe bien sûr par son accoutrement, son maquillage outré, etc. La vulgarité qui est travaillée. D'ailleurs, il disait, Minnelli, là, dans un entretien, il disait quand j'ai parlé à mon décorateur, je lui ai dit je voudrais que le film ait l'air d'être à l'intérieur d'un jukebox. Donc voilà, il cherche ces couleurs, cette vulgarité, ce côté, disons, criard, c'est complètement recherché. Ça va avec le personnage non seulement de Ginny, mais aussi toutes les scènes de Smithies, toutes les scènes de boîte de nuit, les néons, le rouge et le rose mélangés dans l'accoutrement de Ginny. Bon, tout ça est agressif, je dirais, agressif pour nous, spectateurs, mais on pourrait dire que, enfin, moi je trouve que c'est cohérent, et c'est ce que j'aime aussi dans le film, c'est-à-dire que c'est agressif pour cette espèce de drôle de personnage qui débarque dans un bus Greyhound au début, et qui va, me semble-t-il, être une sorte de personnage gris, plus ou moins du début à la fin, en tout cas de personnage étrangement passif, pensif, mais quand même aussi passif. D'ailleurs, vous remarquez, quand il s'achète à la fin, le costume est gris, la voiture est grise. Enfin bon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de contradictoire, je dirais, entre le mouvement initial de quelqu'un arrive en ville, puis on s'aperçoit qu'en fait c'est un retour, donc c'est déjà une autre histoire. Puis on s'aperçoit, vous vous souvenez, qu'en fait c'est pas lui qui a décidé de revenir dans sa ville natale, mais que c'est ses copains un soir de beuverie qui ont décidé de sa destination. Donc déjà c'est intéressant, quelqu'un qui arrive de manière comme ça vectorielle, on a l'impression qu'il veut venir, et en fait non, il est là, mais on l'a renvoyé chez lui, un peu comme lui essaye de renvoyer Ginny, dès qu'elle lui colle au basque en lui donnant au début un billet de $50. Donc il y a quelque chose d'emblée, d'un petit peu, alors c'est pour ça que je suis aussi curieuse de savoir comment vous le recevez, d'un petit peu exaspérant, pas seulement dans les excès qu'on peut trouver trop artificiels, mais en tout cas dans lui, il me semble que nos attentes toujours pour un personnage
eh bien, quand même, c'est qu'il arrive à faire ce qu'il veut faire. Et bien sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait des obstacles, des conflits, des adversaires, mais ce qui est très étonnant, c'est, dans un film classique, en tout cas hollywoodien, alors, dans les scénarios de comédie musicale, y compris chez Minnelli, il y a ce mouvement, il y a ce dynamisme, il y a la création souvent d'un couple, etc. Et ce qui est intéressant chez Minnelli, alors je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il y a un chercheur qui l'avait bien formulé, mais évidemment je ne vais pas réussir à vous le restituer, mais c'est qu'il faisait l'hypothèse que chez Minnelli, les drames ou les mélodrames sont des inversions de ce qui se passe dans ces comédies musicales. C'est-à-dire dans ces comédies musicales, dans la comédie musicale en général, et il est l'un des artisans du musical classique, eh bien le numéro musical sert à exprimer les émotions, les envies, les désirs, et donc ça sert à la fois d'exutoire et en même temps ces désirs progressent au fur et à mesure des numéros. Il y a une sorte d'enchantement qui fait que c'est pas seulement un exutoire, c'est que aussi les choses adviennent grâce à l'avancée apportée par ces numéros, souvent joyeux d'ailleurs, souvent voilà. Ici c'est presque le contraire et c'est ça que je trouve intéressant dans le détail en tout cas. Donc d'une part, ce type, on ne sait pas trop ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il veut non plus, puisque quand son frère lui dit « Bon, tu t'es bagarré, j'ai dit au juge que tu allais quitter la ville », en fait, il proteste mollement, puis il s'apprête effectivement à quitter la ville. Mais quand l'autre lui dit « Non, viens avec moi en tournée faire du poker », il suffit qu'il ait une déconvenue amoureuse et il le suit à Indianapolis, etc. Donc il est complètement malléable, ballottable, et pourtant, même s'il n'a pas d'objet, même si son voyage n'a pas de but précis, ce qu'on voit, c'est qu'il a des aspirations. Il a une aspiration à l'amour très grande, une aspiration dont on comprend qu'il l'a mise sous le boisseau pour le grand art, on pourrait dire, pour l'écriture. Donc c'est pas un ectoplasme, mais en tout cas il y a tout le film, me semble-t-il, est construit sur cette tension entre ce dynamisme, ce mouvement, et en même temps le côté statique. Le côté statique n'étant évidemment pas seulement de son fait, mais étant les structures de la petite ville aussi dans laquelle il arrive, et singulièrement les structures évidemment de la famille. Là, vous allez retrouver, si vous êtes venu voir les films de Douglas Sirk, quand même cette critique de cette société post-Seconde Guerre mondiale, basée sur la famille qui craque, les relations familiales craquent, ce couple de Frank Hirsch et Agnes Hirsch, voilà, qui est tout pour la galerie, enfin tout pour garder les apparences, mais qui se disputent tout le temps dans la cuisine, qui finit par se tromper, etc. Donc bien sûr que le film porte cette critique on pourrait dire de la constriction, comment ça s'appelle, de toutes les contraintes qu'impose la famille, avec ce personnage qui ne veut plus en faire partie, qui d'ailleurs nous apprend qu'il n'en faisait déjà pas partie, puisque ce manque initial, c'est le manque de son père alcoolique et que son frère l'a laissé dans un orphelinat. Donc il n'y a aucune raison qu'il réintègre une famille ou qu'il en fasse une, à l'exception de cette belle relation qu'il établit avec sa nièce. Mais donc, bien sûr qu'il y a cette attaque contre le conservatisme, disons, agressif de la famille, mais il me semble aussi, et c'est ce qui participe du côté parfois malaisant du film, il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas éviter et qui est ce qu'il fait de la misogynie, ce qu'il fait du côté extrêmement abrasif du regard, de la façon dont les hommes se comportent avec les femmes. Et cet homme sans qualité, après tout, il verse du côté où on le tire, et donc il verse aussi du côté de cette misogynie, de cette domination, de cette maltraitance envers le personnage de Ginny. Donc voilà, c'était les choses que je voulais poser au début, mais j'aimerais bien que vous réagissiez au film.
Oui, pour revenir sur la misogynie de l'époque et le conservatisme, il y a la figure alors c'était traduit par traîner pour Ginny. Je sais pas en anglais ce que j'ai pas repéré le terme en anglais. On a tout un lexique qui nous est déployé, mais c'est principalement le mot pig. Ah oui, c'est quand même pas rien. D'accord. Et oui, là où il y a du mépris, l'humiliation qui s'adresse à elle, mais ce mépris, cette humiliation, il y a 2 scènes en particulier que j'ai trouvées très très dures et très marquantes. C'est quand Sinatra lui demande ce qu'elle a compris de son livre et il l'interroge avec une inquisition de plus en plus marquée, ce qui l'humilie totalement, alors qu'il s'apprête il a un peu de sentiment quand même pour elle. C'est très dur, mais c'est surtout le rejet dont elle est l'objet de la part de Dean Martin. Parce que lui, qui est pas non plus quelqu'un qui est pas un citoyen respectable, c'est un joueur qui est à moitié alcoolique ou complètement alcoolique. Même quand il s'agit d'être son témoin, il la rejette et jusqu'au point de je perds un ami, il dit. Et là, je trouve qu'il y a un rejet total de la part de la bonne bourgeoisie respectable, mais de la part aussi de ces deux-là qui vont jusqu'au bout d'un mépris, même s'il y a un peu de commisération de la part de Sinatra. Et leur mariage était voué de toute façon à ne pas durer. Voilà et donc peut-être un film féministe du coup de la part de Minnelli pour l'année 58. Voilà. Alors, féministe ou pas, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que Minnelli a changé la fin du film, juste parce que vous allez protester sur le féminisme, je vous entends d'ici. Minnelli a changé la fin du film puisque c'était Sinatra, Dave, qui se faisait tuer. Et clairement, il y a une réécriture, la fin du roman, parce que c'est évidemment une mise en valeur de ce personnage de Ginny. Et c'est vrai qu'elle n'est pas évidente, c'est-à-dire qu'au début, on se dit, il tape tellement dessus, et puis ensuite, quand on voit que c'est les hommes qui tapent dessus, on se dit, non, il peut quand même pas être de ce côté-là, il y a quelque chose qui ne... Et bien sûr, il me semble que ce qui nous gagne, c'est le face-à-face avec l'institutrice. En tout cas moi, qui n'est pas filmé de la même manière, me semble-t-il, que les autres scènes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord il y a un escalier. Chez Minnelli, souvent l'escalier c'est des marches vers quelque chose d'un enchantement, un rêve, une hypnose. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre. On change de registre. Dans ce film-ci, a priori, il n'y a pas tellement de moments comme ça, de rêves, de cauchemars, mais on reparlera quand même de la fin, qui ressemble à ça. Mais ce numéro qui est filmé apparemment dans quelque chose de très, là encore, quotidien, cette école, etc., elle monte quand même les marches, et ensuite, il y a ce face-à-face qui pourrait être un duel, en tout cas, il y a le chant contre chant, mais qui est filmé en plan rapproché, qui est presque filmé, moi qui m'a presque fait penser à, vous savez, la façon dont on filme les essais d'acteurs d'une certaine façon, puisque ça se focalise véritablement sur le sentiment sincère et sur la probité d'une certaine façon, le courage de cette jeune femme qui va directement parler à sa rivale dont elle sait qu'elle a plus d'armes qu'elle pour conquérir plus d'armes sociales. Et puis évidemment cette scène, elle est une mise face à face de ce qui est déjà là, de ce qui est présent dans le film et dans tous les mélodrames maintenant, vous le savez, c'est-à-dire cette coprésence de deux classes sociales qui se frictionnent, qui s'attirent, mais qui n'arrivent jamais. C'est rare qu'il y ait véritablement un changement de classe, sinon on serait plus dans le mélodrame d'une certaine façon. D'ailleurs, il le dit, lui, il fait un jeu de mots, vous vous souvenez, Dave Sinatra, sur, vous avez raison, prof, je ne pourrai jamais être dans votre classe. Et elle dit en effet, voilà. Et là, on peut entendre la classe sociale. Donc, il me semble qu'à ce moment-là, quand même, de cette, non pas cette confrontation, mais cette espèce d'aveu, de mise à nu de Ginny face à Miss French, là, on est passé du côté
de Ginny, il me semble. Et la fin, avec le fait que... Alors, bon, on va reparler de la mise en scène de la fin, mais non seulement donc cette fin est changée et c'est elle qui meurt, mais vous voyez comme elle le protège d'une certaine façon. Littéralement, elle s'interpose, et puis c'est quand même une drôle de figuration de la nuit de noces, d'une certaine façon, puisqu'ils viennent de se marier et qu'elle a cette robe qui est censée être une robe, disons, de mariée, entre guillemets, ce qu'elle a de plus proche dans sa garde-robe d'une robe de mariée. Donc, il me semble qu'effectivement, le film organise une montée en puissance de ce personnage et qu'on est vraiment de son côté. Mais allez-y, vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord. Non, je ne vais pas revenir sur l'ensemble du film. Je pense que le film, ce film-là, de 58, si vous dites ça, évoque tout à fait la mentalité de l'époque, à la fois des cinéastes et à la fois de l'Amérique. Enfin, il y a d'autres films qui datent de cette période-là et c'est extrêmement misogyne. Là, moi, où je trouve le plus misogyne, c'est pas le plus choquant, qui interpelle, c'est pas le personnage de Ginny, qui est, me semble-t-il, quelqu'un d'extrêmement attachant pour tout le monde, même si on la présente comme une bécasse, apparemment, mais il y a quand même une certaine subtilité dans l'évolution, comme vous le disiez, du film. Non, moi, ce que je trouve extrêmement troublant, et je trouve que l'extrême misogynie, elle est dans le personnage de Gwen, de Miss French. Parce qu'en fait, il montre le personnage... Ça fait d'ailleurs penser au film, un autre film de Hitchcock. Cette fille, elle est, disons-le carrément, frigide. Elle a un problème, comme on dirait maintenant. C'est-à-dire qu'elle se contraint, elle se défend. Et la scène où on la voit qui résiste... au milieu du film à peu près, on la voit où elle résiste, elle est dans la clarté, elle résiste à la tentation, et puis finalement il défait ses cheveux, et tout devient, l'image se rapproche, la caméra se rapproche des deux visages, qui tombent dans l'obscurité, et elle succombe, et après vite, je m'aurais saisi. Ça, c'est le personnage typique, provenant le plus souvent d'hommes misogynes, voire machistes, qui considèrent qu'une femme... elle est complètement dépendante de ses sens et elle reprend vite fait son intellect et elle se raidit. Moi, j'espère qu'une chose à la fin du film, je ne sais pas comment est la fin de la nouvelle, j'espère qu'une chose, c'est qu'il ne va pas se remettre avec elle, parce que vraiment, je trouverais ça super nul. Oui, je comprends. Donc, et une dernière chose, en fait, de cet individu... je pense que c'est aussi ce qui est évoqué peut-être, c'est le traumatisme de la guerre. C'est-à-dire que c'est un stress post-traumatique. Et ce type, il est peut-être devenu parfaitement insensible, avec une neutralité que vous évoquiez grise, parce qu'il a vu tellement d'horreurs qu'il n'est plus à même de ressentir quelque chose. Et justement, pourquoi il épouse peut-être Ginny ? C'est parce que elle, c'est la vie, c'est l'amour, c'est le sentiment. Et c'est peut-être ça qui, quelque part, aurait pu le sauver. Voilà. Oui, tout à fait. Sur le dernier point, en fait, ça, c'est une question de construction et on l'a vu dans les autres mélodrames. C'est-à-dire que le mélodrame se caractérise aussi par toujours des contraires, des oppositions. Donc là, son côté insensible qu'il a, il est attiré par l'extrême, par le déversoir de sentiments qu'elle est. Donc ça, c'est aussi des questions d'écriture et de structure du scénario. C'est même trop clair, je suis d'accord avec vous, il y a des oppositions, le film est basé sur des oppositions, mais ça c'est une forme de convention aussi du mélodrame d'une certaine façon. Juste sur cette scène, parce que c'est une scène importante du film, comment on reconnaît une scène importante dans un film comme ça, long, qui est comme une coulée, avec quelque chose de trop riche, de trop nourrissant, y compris dans les couleurs. Effectivement, moi je trouve que chez Minnelli, on reconnaît une scène importante par le fait qu'elle est bizarroïde, par le fait qu'il y a quelque chose d'artificiel, y compris dans le régime un peu artificiel qui nous a été imposé depuis le début. Et donc, effectivement, du point de vue de la lumière, ça n'est pas une maladresse, c'est effectivement une scène complètement artificielle où tantôt elle est dans la lumière et elle est son personnage social, et tantôt elle rentre dans l'ombre et elle se laisse un tout petit peu aller à ses pulsions et puis elle reprend, comme vous l'avez bien dit, elle reprend ses billes. Donc, juste simplement,
tout à fait d'accord avec les implications, disons, politiques, sociales que vous donnez. Mais il me semble qu'on peut aussi s'arrêter juste avant ces implications parce qu'on voit bien que le lieu de travail de Minnelli, et je dis travail parce qu'ils voulaient mettre, je ne sais pas s'ils l'ont fait, sur sa tombe, il est mort, et he died of hard work. Il est mort tellement il avait travaillé. C'était quelqu'un qui adorait ce travail, qui a énormément travaillé. Et on voit bien que son lieu, il est dans la création, y compris lumineuse, y compris je disais, de mise en scène, et on voit bien qu'il est lui-même pris parfois là-dedans, c'est-à-dire dans une sorte d'esthétisation de tout ça, et que je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait une profondeur, disons, politique ou de ces implications-là, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que on a montré, par exemple, Douglas Sirk, le film Mirage de la vie, la dernière fois, qui est en fait l'année suivante dans mon souvenir, peu importe. Effectivement, là, on peut davantage dire que c'est un cinéaste qui a quelque chose de beaucoup plus féministe. Mais Minnelli, il y a quand même beaucoup de complexité. Donc, cette scène-là, elle est très bizarre parce que, effectivement, elle est complètement artificielle. Et pas seulement parce qu'elle fait un peu soap, mais véritablement, il y a un travail de la lumière qui rend les choses presque fantastiques. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très étrange. Et ça, cette scène-là de l'ombre qui peut la dévorer, mais finalement, elle reste dans son personnage social, évidemment, elle anticipe aussi d'une certaine façon la dernière scène dans la nuit. Enfin, le travail qu'il fait sur les lumières, sur la fête foraine, sur tout ça, et sur la robe blanche de Ginny à la fin. Donc, c'est pas pour amoindrir ce que vous dites, mais il est vrai, et ça lui a été reproché, que Minnelli est avant tout une sorte, alors peut-être pas d'esthète dans le sens où il comprend bien qu'il y a aussi l'histoire, il y a aussi les implications de sens, mais clairement le lieu de son travail, c'est quand même la forme, me semble-t-il. Oui, justement, ce qui était à mon avis très intéressant, c'est justement la complexité et une absence totale de manichéisme. Et pour revenir à Miss French, je pense que Minnelli définit ce qu'est une femme et la féminité. Et Oula, donc, il va y avoir une guerre dans cette salle. C'est pas une guerre du tout. C'est pas du tout une guerre. C'est simplement que Miss French représente peut-être la femme alsacienne, peut-être pour un Américain, certes, mais elle recouvre à la fois les traits féminins, mais également la culture. Et elle s'insère dans le film avec son binôme qui est son père. Et ce couple ouvre leurs portes au personnage de Dave. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils ouvrent ce monde de la culture, de la féminité, à quelqu'un qui semble brisé, et la porte reste ouverte, à défaut entrebâillée. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, comme dit Sinatra, si la porte est ouverte, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on la verrouille, hein, vous vous souvenez. Effectivement, je me permets de rappeler ce travail incroyable sur le décor dans la pièce qu'elle lui montre. Et c'est rare dans les films que quelqu'un dise « Regardez, c'est notre pièce » et que en face, le personnage dise « Ah bah oui, c'est magnifique ». On se dit « Mais quoi, Minnelli, comme il vient de la décoration, il se fait lui-même admirer, il se jette des fleurs ». Évidemment non. C'est-à-dire que là aussi, tout ça passe dans la coulée du film, mais en réalité, cette pièce, elle est effectivement complètement dingue. Elle n'est pas du tout réaliste dans le milieu petit bourgeois de ce professeur et de sa fille institutrice. Et donc, c'est une pièce mentale. C'est évidemment une projection, d'une certaine façon, du fantasme de ce héros qui avait peut-être tout pour devenir un écrivain, et puis la guerre est passée par là, et peut-être des traumatismes de guerre, mais en tout cas, cette interruption-là. Et on ne se dit pas forcément cela quand on voit la pièce la première fois dans le film, mais quand on y réfléchit, effectivement, ces livres partout, ça fait un peu penser, si vous avez vu Tout ce que le ciel permet, au moulin, à l'espèce de grange que Ron, il s'appelle Ron, je crois, Rock Hudson a arrangé, qui est
qui est son intérieur utopique, qui est justement un loft, hein, toujours ces pièces, cette idée qu'on va laisser la voûte céleste à l'intérieur. Enfin bon, il y a quelque chose d'utopique et philosophique, et ça caractérise aussi le cinéma de Minnelli, c'est-à-dire que même quand il n'y a pas de fantastique, puisqu'il a aussi fait des films fantastiques, mettons Brigadoon, si vous n'avez pas vu Brigadoon, qu'on n'a pas pu vous passer dans les comédies musicales parce que ces messieurs des studios nous embêtent et nous permettent pas de faire une rétrospective Minnelli, mais en tout cas, même quand il n'y a pas ce moment fantastique ou cette séquence de rêve ou ce flashback onirique, comme il peut y avoir dans ces autres films, en réalité, cette dimension, elle est quand même dans le film. Et c'est sous la forme dysphorique, on pourrait dire, de la mélancolie, du fantasme, de ce qu'il ne pourra plus atteindre, de ce qui est à ses pieds, littéralement à portée de main, puisqu'il est chez elle et qu'il est plutôt bien engagé dans leur amour au début. Mais justement, plus c'est proche, plus... Donc il y a toujours ce caractère-là du rêve qui peut se transformer en cauchemar. Alors, je crois que c'était Jean Douchet qui disait le risque dans les films de Minnelli, pour les personnages de Minnelli, c'est d'être piégé, d'être pris dans le rêve de l'autre. Et effectivement, on pourrait dire là, aller plus loin et dire que dans ce film, le rêve d'un des personnages peut être le cauchemar d'un autre. D'une certaine façon. C'est-à-dire que Raymond, qui est très épris de Ginny, mais elle, dès le début, jamais. Ginny veut Dave, mais Dave veut l'autre. Bon, c'est classique en même temps. Hein, il n'a pas réinventé toute la dramaturgie. Mais quand même, c'est vrai que ça se caractérise par une forme particulière d'onirisme qui est réintégrée dans le quotidien et dans la façon dont la caméra serpente aussi dans ces lieux, dans la façon, les postures aussi des acteurs. Vous vous souvenez par exemple Ginny, à chaque fois qu'il y a une bagarre, je ne vais pas l'imiter, je ne saurais pas, elle a une espèce de posture de joueur de football. Et rien n'est laissé au hasard. C'est les déplacements des personnages dans les décors, les déplacements de la caméra vis-à-vis de ces personnages. Donc c'est extrêmement complexe. Et cette complexité, malgré tout, je pense que elle se traduit aussi par une complexité morale. Enfin, il faut l'espérer en tout cas. Oui, pardon. Oui, non, mais c'est pour aller un peu plus loin dans cette idée-là. J'ai toujours l'impression chez Minnelli qu'il y a un rapport au masculin, au féminin, qui est extrêmement compliqué, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de penser aussi à notamment la séquence à l'université, un des précédents mélodrames de Minnelli, qui est Thé Sympathie avec Deborah Kerr, où finalement on a un rapport qui est toujours un peu dans l'ambiguïté entre ces deux personnages. Je ne sais pas, effectivement, la question de la misogynie et du comportement des hommes est quand même particulièrement présent dans ce film-là de Minnelli par rapport à ça. Alors je ne sais pas si c'est lié au contexte, simplement au cadre dans lequel cette histoire est située, quoi, ou si ça vient là aussi du matériau original de James Jones, qui est peut-être d'inspiration autobiographique, ou je ne sais pas, au lendemain de la guerre. Mais bon, voilà, quoi, c'est vrai que voilà. En tout cas, il me semble que tout film qui nous fait ressentir ça, il y a clairement un dégoût par rapport à ce virilisme. Voilà, il me semble pas que le film soit de son côté ni ne l'accompagne, mais il montre des personnages qui ont différentes nuances de virilisme, de machisme, donc c'est toujours risqué, enfin, c'est toujours potentiellement poisseux, ce genre de représentation, y compris le côté, alors ce sera l'année suivante, Rio Bravo, mais y compris tout le personnage de Dean Martin avec son chapeau, voilà, son truc phallique qu'il faut pas lui prendre, sinon il s'énerve. Enfin bon, voilà, sauf dans la dernière scène où quand il est à l'enterrement de Ginny. Oui, je pense que c'est quelque chose que Minnelli, dont on dit d'ailleurs il a été 4 fois marié, mais qu'il était sans doute bisexuel, etc. Voilà, il y a une réflexion là-dessus, disons, sur les rôles genrés. Oui, parce que même dans les comédies musicales, Judy Garland ou Gene Kelly obéissent à des canons qui sont quand même pas particuliers, autant du point de vue d'un homme que du point de vue d'une femme. Oui, là c'est sur un mode, quand même, à mon avis, de la critique, parce que si vous êtes venu voir d'autres mélodrames, par exemple Stella Dallas, qui a un personnage assez proche finalement du personnage de Ginny, avec tous ses colifichets, là son sac extraordinaire
souvenir en peluche, avec le petit miroir dans l'oreille du chien, mais j'adore. Donc voilà, le coussin. C'est-à-dire qu'on arrive dans une ville et on veut tout de suite le souvenir de la ville. Et en même temps, voilà, tout ça, ce côté Stella Dallas, si vous voulez, si vous avez vu plusieurs des mélodrames qu'on a présentés, il me semble que ce qui ressort, c'est qu'il y a une vertu critique du genre. C'est-à-dire que même si les personnages eux-mêmes ne se rebellent pas, et même a fortiori quand ils sont victimes jusqu'au bout, là, c'est le cas, elle est complètement sacrificielle, la Ginny. Voilà, ça a une vertu critique pour la société que ça représente. Et il me semble que là, on est quand même dans ce cas. C'est pas de la même époque, mais ce film, dans l'atmosphère de la famille conventionnelle, etc., il m'évoquait le film que j'ai recherché, j'avais oublié le nom, c'est Loin du paradis, oui. Mais qui est un film beaucoup plus récent. Mais finalement, c'est une famille conventionnelle, et c'est encore plus grave, mais c'est une famille conventionnelle, un couple soi-disant conventionnel, et en fait, l'histoire ne l'est pas du tout. Enfin, je ne vais pas déflorer si les personnes ne l'ont pas vu. Si vous pouvez, parce que les gens ont vu les films de Sirk, et donc Loin du paradis, c'est une sorte de remake compilé de plusieurs des films de Sirk. C'est un couple, en fait, un couple de middle class américaine, ça se passe à peu près dans les années 50. Donc, en fait, l'épouse tombe amoureuse de son jardinier noir, et en réalité, dans l'histoire, donc c'est Loin du paradis, puisque ça ne se passe pas comme on pourrait l'espérer. Et l'époux est homosexuel, mais tout ça c'est dissimulé, caché sous une tonne de conventions, et ça se passe à peu près à la même période que le film qu'on vient de voir. Oui, tout à fait, parce que une évocation, c'était tout ce que je voulais dire. Oui, parce que et Sirk et Minnelli ont influencé certains cinéastes, on va dire, des générations suivantes, et notamment Todd Haynes, donc le réalisateur de Loin du paradis. Bien sûr pour la teneur mélodramatique, mais aussi pour son usage de la couleur, qui est quand même extraordinaire ici. Et juste pour raccorder à ce que vous dites, je n'en ai pas parlé, mais pour moi c'est très important quand je disais les films sont des... je citais le chercheur qui disait que les films sont des inversions, des espèces de comédies musicales retournées comme des gants, les mélodrames. Eh bien, en fait, c'est une sorte de film musical bâillonné. Et je dis ça en rapport avec ce que vous dites parce que je crois que c'est le même compositeur, puisqu'il est mort très tardivement, qui a fait la musique de Loin du paradis de Todd Haynes. Et cette musique-là, il en a fait plein d'autres. Il a fait les Blues Brothers, c'est-à-dire Elmer Bernstein, me semble-t-il. Et donc ça, je n'ai pas parlé de l'aspect musical, mais clairement le film a des moments, a des espèces de poussées musicales et chorégraphiques assez extraordinaires. Et ça, on l'entend à la bande son. Quand elle devient symphonique, quand il y a à la Bernard Herrmann, si vous voulez, donc quand c'est la bagarre, ça monte, mais évidemment ça va culminer à la fin où c'est complètement opératique, c'est-à-dire que le personnage de Raymond qui revient pour se venger, il est une sorte de pièce rapportée visuel par rapport à tout le film. Vous vous souvenez, on le voit avec une gélatine rouge. Il y a quelque chose de complètement invraisemblable et irréaliste. Et on a l'impression que c'est un autre genre cinématographique qui fait intrusion et qui va rattraper le film de petite ville, l'Americana, le film de petite ville américaine, et qui lui court après pour essayer de le stopper et de stopper son happy end. Et c'est vraiment étonnant la façon dont il court. C'est complètement chorégraphié, on a l'impression d'être dans West Side Story ou entre la musique et ce côté chorégraphié, et tout ce final peut aussi évoquer le fait que Minnelli a été celui qui a inventé, disons, le long ballet, le long final en ballet. Je vous en avais déjà parlé à la fin d'un Américain à Paris, ces 17 minutes complètement dingos qui sont pas vraiment le happy end du film, qui sont une sorte de suspension en même temps de modélisation de l'intrigue mais déplacée ailleurs, etc. Et là, ce final dans la fête foraine, voilà, il est complètement opératique, je trouve. Et donc, c'est pas seulement la fin du mélodrame, c'est aussi, on comprend que ce qu'on a vu, c'était aussi un film musical.
me semble-t-il. Et d'ailleurs, je me suis dit, et ça, je vous le soumets pour ceux qui ont vu Brigadoon, ce film extraordinaire dans lequel des Américains d'aujourd'hui vont en voyage en Écosse et tombent sur un village dont ils comprennent qu'ils ne se réveillent que tous les 100 ans. Donc c'est complètement dingue, et c'est génial comme intrigue. Et je me suis dit, mais et si Parkman, Indiana, était en fait Brigadoon, et que en fait, il arrive, il débarque, et les gens s'agitent autour de lui, et puis finalement, ils retombent tous entre celui qui va mourir du diabète, celui qui est bon, etc. La famille qui va exploser, la famille de son frère qui clairement va exploser, la fille qui s'en va et tout ça, et Ginny qui meurt, l'autre qui est un robot, la Rosalie, l'autre femme complètement droguée ou une sorte de robot. Et donc voilà, peut-être qu'on peut s'amuser entre guillemets de cette hypothèse que ce serait une sorte de Brigadoon que ce personnage sorti de la guerre et de ses traumas vient réveiller. Alors évidemment, par rapport à ce qu'on vous montrait, c'est-à-dire le Sinatra de On the Town, un jour à New York, qu'on avait aussi passé de Stanley Donen, il a changé. Enfin, les années ont passé et il est complètement atone. Mais en tout cas, ça m'intéresse cette idée qu'il viendrait réveiller un village qui ensuite retombe dans l'oubli. Et comme par hasard, c'est les 100 ans d'ailleurs de cette ville. Donc je crois que je tire un fil. Je vais faire des recherches, ça a déjà dû être dit. Oui, ce que vous disiez me fait penser que finalement cette passivité peut servir le rôle de révélateur. Et pour tirer la ficelle encore plus fort, ça m'envoie vers Théorème. Ah, décidément. Où vous avez cette personne qui tombe du ciel et qui a une influence sur tout le monde, un peu comme un jubilé. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'est pourquoi pas. Ouais, je trouve qu'il y aurait tout un programme à faire de tous ces films où un intrus arrive et fout le bazar dans l'ordre social. Évidemment, c'est aussi d'une certaine façon la dramaturgie du western, avec un héros solitaire qui arrive, qui est soit hors la loi, soit quand c'est James Stewart dans L'homme qui tua Liberty Valance, il vient au contraire établir la loi dans une ville de l'Ouest. Mais en tout cas, ça bouleverse tout le monde et qu'on soit amoureux de lui, qu'on veuille le tuer ou autre, voilà. Donc il me semble que Théorème est aussi un rejeton de tout ça. Donc oui, tout à fait, je prends. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces ouvertures. Merci beaucoup Charlotte. Je voulais juste rappeler... merci pour la participation soit ponctuelle, soit toute l'année, toutes ces années des gens. Et je voulais juste rappeler que Minnelli aimait beaucoup Max Ophuls et que Max Ophuls, on le retrouve l'année prochaine dès le mois d'octobre. Donc je vous souhaite un bon été, pas trop chaud si possible. Et merci de votre patience. Merci.